Pourquoi l'armée américaine jette-t-elle des chars dans la mer? C'était un matin calme de septembre 1945, lorsque les villageois autochtones d'une île isolée du Pacifique se sont réveillés devant un spectacle qu'ils n'oublieraient jamais. Sur les plages d'Espiritu Santo, l'une des plus grandes îles de l'archipel du Vanuatu dans le Pacifique Sud, les soldats américains conduisaient leurs bulldozers, non pas pour défricher la jungle en vue d'une nouvelle piste d'atterrissage, mais pour pousser des montagnes de matériel précieux directement dans la mer. Des chars, camions, jeeps, caisses de fusils, pièces d'artillerie, machines à écrire ou à coudre, piles de bottes neuves et bouteilles de Coca-Cola étincelantes. Tout cela dévalait le sable et plongeait dans le bleu du Pacifique. Pour les habitants stupéfaits, on aurait cru les Américains devenus fous. Mais pourquoi les États-Unis, victorieux après la Seconde Guerre mondiale, détruiraient-ils pour des millions de dollars d'équipements au lieu de le ramener chez eux? Une petite île, une grande guerre. Pour comprendre pourquoi l'armée américaine aurait jeté des chars en parfait état dans la mer, il faut remonter de quelques années, au plus fort de la guerre du Pacifique. Espiritu Santo, une île discrète recouverte de jungle et entourée d'eau turquoise, est devenue l'un des endroits les mieux approvisionnés de tout le théâtre du Pacifique. Entre 1942 et 1944, les États-Unis et leurs alliés ont acheminé une quantité presque absurde de matériel de guerre dans le cadre de la campagne de saut d'île en île contre le Japon. Les Américains ont taillé une base énorme, surnommée Buttons, dans la nature sauvage. Ils défrichèrent la jungle, pavèrent plusieurs pistes, construisirent des dortoirs, des réfectoires et même un cinéma. Un chantier naval opérationnel accueillait jusqu'à 100 navires de guerre et 100 000 soldats à son apogée. En tout, 500 000 membres du personnel américain ont transité par l'île pendant la guerre. Pour les habitants de Ni-Vanuatu, l'afflux massif d'équipements sur leur île était écrasant. Des piles de camions, jeeps, grues, bulldozers et caisses d'outils et de rations formaient de véritables villes miniatures. Pour les Américains, ce n'était qu'une question de précaution. Suffisamment de provisions pour faire tourner la machine de guerre du Pacifique, quoi qu'il arrive. Et puis, presque du jour au lendemain, l'importance stratégique s'est évaporée. Fin 1944, le Japon avait été chassé du Pacifique Sud. L'île n'a été bombardée qu'une fois durant la guerre, la seule victime étant une vache nommée Bossi. À mesure que la ligne de front avançait au nord, Espiritu Santo passa d'un centre militaire vital à un dépôt isolé. Problème d'après-guerre, trop de matériel, trop peu de patience. Lorsque les armes se turent enfin en 1945, l'armée américaine faisait face à un problème que personne n'enviait. Que faire d'une île tropicale remplie de matériel de guerre valant des millions de dollars dont vous n'avez plus besoin? Il y avait trois options. Premièrement, tout rapatrier aux États-Unis. Logique, certes, mais extrêmement coûteux. L'espace de transport maritime était rare, et les logisticiens militaires sont avertis qu'il faudrait des mois pour déplacer le surplus. Pire, l'arrivée soudaine de jeeps, outils et uniformes bon marché risquait d'écraser les industries américaines d'après-guerre, tout juste revenues à la production civile. Démonter et récupérer le matériel sur place. Les ingénieurs ont essayé. Ils ont récupéré des pièces sur certains véhicules, mais la plupart des chars et camions étaient trop robustes pour être démontés. Le processus était lent, sale et impopulaire. Troisièmement, le vendre à tout acheteur. C'était l'option la plus rapide et tentante. Des acheteurs venus d'Australie, de Nouvelle-Zélande et de Nouvelle-Calédonie ont vite acquis outils, générateurs et véhicules blindés, à bas prix. Les soldats étaient ravis. Chaque vente les rapprochait du retour. Pour de nombreux militaires américains, la guerre était gagnée. Mais l'attente du retour était insupportable, faisant chuter le moral. De nombreuses familles écrivaient pour demander leur retour. N'ayant qu'à surveiller du matériel excédentaire, les esprits se sont échauffés. Des soldats ont protesté, refusant de travailler sans réaffectation ou rapatriement. Dans ce contexte, la pression pour résoudre le problème du surplus n'était pas seulement logistique, elle était aussi politique. Puis les Britanniques et les Français, administrateurs coloniaux des Nouvelles-Hébrides, aujourd'hui Vanuatu, sont arrivés. Les Américains leur ont tout proposé à 600 pour $1, un prix de liquidation. Mais les Européens ont attendu, misant sur un retrait américain et l'obtention gratuite de l'équipement. Ce fut une grosse erreur. Fatigués de surveiller le matériel et agacés par la temporisation, les Américains ont décidé de faire passer un message. $1 million point, le jour où la mer a hérité d'une armée. Un matin ensoleillé de septembre 1945, les plages d'Espiritu Santo ont été le théâtre d'un des plus grands gaspillages militaires de l'histoire.
Les bulldozers ont rugi, les moteurs ont grondé. Camions, jeeps, chars, grues et même des caisses de Coca-Cola non ouvertes ont été poussés un à un du rivage dans le Pacifique. L'eau bouillonnait de bulles, tandis que la mer engloutissait ce qui vaudrait plus tard des millions de dollars des années 1940, une fortune inconcevable aujourd'hui. Les habitants, les yeux écarquillés, voyaient l'histoire sombrer sous les vagues. Plus tard, ils nommèrent cet endroit Million Dollar Point. Le message aux Européens était clair. Si vous ne l'achetez pas, personne ne l'aura. Les Nivanuatu autochtones, eux, ont hérité d'un butin étrange. Les Américains ont abandonné des pistes d'atterrissage, des quais et des routes. Un coup de pouce infrastructurel qui a transformé les îles longtemps après la guerre. Certains biens civils ont été donnés aux habitants, d'autres réutilisés comme matériaux pour la pêche, la construction ou des entreprises. Les jeeps ont servi d'engins agricoles, les pièces métalliques d'outils. D'une certaine manière, l'économie locale a récupéré ce que la mer n'a pas emporté, un schéma que l'on retrouve dans tout le Pacifique. Million Dollar Point n'était pas un cas unique. L'armée américaine a fait de même ailleurs dans le Pacifique. Une partie du surplus a fini aux Philippines, au Vietnam et en Chine, où les véhicules ont été réutilisés. Mais de nombreuses îles ont vu leurs lagons envahis de jeeps, bulldozers et chars. Avec le temps, ces cimetières sous-marins ont apporté un bénéfice écologique inattendu. Les carcasses rouillées servent de récifs artificiels, attirant coraux et de nombreuses espèces de poissons. Des étoiles de mer, des tortues marines et des requins de récifs s'y sont installés, transformant ces machines de guerre rouillées en écosystèmes vibrants. Les biologistes marins ont découvert que ces récifs stabilisent les fonds sablonneux, préviennent l'érosion et restaurent les coraux endommagés. Ils sont devenus des projets de conservation accidentelle, construits à partir des déchets de la guerre. Le tourisme a suivi ensuite. Aujourd'hui, des plongeurs du monde entier nagent dans ces musées sous-marins étranges, filmant des jeeps et tourelles de canons couvertes de corail, devenus refuges pour poissons clowns et anémones. Conséquence et évolution de la pratique. Au fil des décennies, l'armée américaine s'est rendue compte que le rejet en mer n'était pas seulement économique, mais aussi stratégiquement utile. Les chars obsolètes et les véhicules blindés pouvaient être coulés pour créer des récifs ou utilisés comme cible réelle lors des exercices de la marine. Mais il y avait un piège. C'était un risque environnemental. Les biologistes marins ont alerté sur la contamination de l'océan par le plomb, l'huile et d'autres produits chimiques. Dans les années 1960 et 1970, l'armée a discrètement poursuivi certains dépôts. Mais le Congrès est intervenu en 1972 avec le Clean Water Act, exigeant que tous les véhicules soient soigneusement nettoyés et décontaminés avant d'être coulés. Cela a ralenti le processus, frustré le Pentagone et lancé des débats toujours en cours. Les écologistes alertent sur les risques à long terme, tandis que l'armée vante les économies et les avantages pour la création de récifs. L'ironie est inévitable. Des machines conçues pour la destruction soutiennent désormais une vie marine fragile. L'héritage sous les vagues. Aujourd'hui, l'armée américaine immerge encore parfois des véhicules blindés en mer, mais sous des contrôles plus stricts. Pour le Pentagone, c'est une solution pratique, économique et utile à l'entraînement des armes modernes. Pour l'océan, c'est un héritage étrange. Des forêts de corail poussent sur les coques rouillées des chars, des bancs de poissons serpentant à travers les carcasses de jeeps et de bulldozers. Sur Espiritu Santo, les plongeurs explorent encore Million Dollar Point, nageant dans un musée surréaliste de guerre et de gaspillage. Ils passent devant des caisses d'outils oubliées et des poutres d'acier, désormais adoucies par la vie marine. Ce qui avait commencé comme un affrontement entre l'économie d'après-guerre et l'impatience militaire est devenu quelque chose de plus étrange. Un récif vivant, une attraction touristique et un monument involontaire, à la fois à la destruction et au renouveau.